Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Parentalité, on en parle. Je suis Cécile Simoneau, consultante en parentalité et coach en développement personnel. Nous allons être ensemble pour une petite heure pour parler avec humour des sujets qui touchent les familles au quotidien. Et aujourd'hui particulièrement, nous accueillons Clara Vignier avec qui nous allons parler du lien qu'il y a entre parentalité et image de soi. Lien qui n'est pas forcément facile de faire tout de suite, mais vous allez très rapidement comprendre en quoi c'est important. Bienvenue Clara, merci d'être avec nous. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis Clara Vignier, je suis conseillère en image. J'aide les femmes à se mettre en valeur, à reprendre confiance en elles en améliorant leur image. Super, merci beaucoup Clara. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, une question qui nous a beaucoup été posée sur les réseaux sociaux en amont de l'émission, c'est quel est le lien entre parentalité et image de soi? Donc, j'ai envie de répondre en deux étapes à cette question. Premièrement, quel est le lien entre parentalité et confiance en soi? Et ensuite, Clara, vous nous expliquerez quel est le lien entre confiance en soi et image de soi. Donc, première chose, au niveau du lien entre la parentalité et la confiance en soi, vous allez vite le comprendre. Quand nous avons confiance en nous, on est ouvert à l'opinion des autres, on est prêt à se remettre en question, on est prêt à respecter les besoins aussi des personnes de notre entourage, et notamment nos enfants, notre partenaire de vie. Et ainsi, on a beaucoup plus de facilité à évoluer, accueillir les différentes émotions et s'adapter en fait au quotidien familial. Et nous savons tous que le quotidien des parents est loin d'être un fleuve tranquille. Donc, le lien entre parentalité et confiance en soi va être celui de cette sérénité émotionnelle et de cette ouverture d'esprit à l'opinion des autres qui va nous permettre de renforcer le lien avec chacun des membres du foyer. Maintenant, Clara, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ce lien entre confiance en soi et image de soi ? Tout à fait. Donc, il faut savoir que ce sont des notions qui sont liées, d'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des piliers de l'estime de soi. Donc, je rappelle vite fait que l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde, d'accord? Donc, comme je disais, l'estime de soi se compose de la confiance en soi, de l'image de soi et de l'amour de soi. Une personne qui a une image positive d'elle-même aura plus confiance en elle, si j'ose dire. Voilà. D'accord. Donc maintenant que ces bases sont posées, moi j'aimerais bien qu'on permette aux parents d'avoir toutes les clés pour vraiment perdre confiance en eux grâce à leur image, vraiment leur donner tous les outils pour qu'ils puissent se dévaloriser et être vraiment le plus mal possible dans leur quotidien de parents. Pour cela, je vais déjà vous poser cette première question. Quels sont les avantages à ne pas prendre soin de son image? Alors, je vais lister 3 avantages. D'accord, donc le premier avantage, je dirais, c'est ne pas attirer les regards, ne pas attirer l'attention sur soi, ça c'est sûr. Deuxième avantage, je dirais, rester dans ce rôle de victime. Qui dit rester dans ce rôle de victime, c'est ne pas se responsabiliser et laisser justement les autres porter justement cette responsabilité qui nous est propre. Troisième avantage, je dirais, c'est rester dans ce cercle vicieux qu'est notre zone de confort. Rester dans sa zone de confort, je l'identifie peut-être exagérément à la mort, puisqu'on n'évolue pas et il n'y a pas de changement en nous qui soit opéré. D'accord. Moi, au vu de ces 3 avantages, déjà, ça me donne très envie de ne pas prendre soin de moi. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. Et en deuxième point, est-ce que vous pouvez nous dire si écouter les conseils de notre entourage sur notre style, d'accord, pourra nous aider à nous dévaloriser ou avoir un style qui nous dessert? Tout à fait, c'est-à-dire que dans certains cas, lorsqu'on a un partenaire ou une partenaire qui est vraiment très jaloux ou très jalouse, justement, les conseils apparentés à l'autre sera pour la cacher derrière ses vêtements, donc ne pas la mettre en valeur. Et dans d'autres cas où on a des femmes qui laissent le parent choisir son vêtement, sachant que des fois ce sont des personnes qui ont déjà un certain âge, qui ont certaines valeurs, qui vont vouloir justement communiquer, véhiculer ces valeurs-là justement à cette femme. Donc ce ne sera pas forcément un style, un look qui mettra cette femme-là en valeur. D'accord, donc même ça, vous pouvez nous assurer que même professionnellement, ça peut nous desservir. Mais complètement, ça, tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Donc, merci pour cela. Donc si vous avez des personnes qui ont des angoisses, etc., et qui veulent
vous conseiller sur votre style, vraiment écoutez-les, vous pouvez être sûr d'un résultat très efficace pour votre dévalorisation. Exactement. Ensuite, qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait de regarder vraiment tous ces modèles de femmes parfaites un peu sur les réseaux sociaux, sur les magazines ou les publicités? Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça pourrait nous aider à nous dévaloriser, à perdre confiance en nous et du coup, à être un parent encore plus mal à l'aise au quotidien? Alors, dans certains cas, lorsque on est dans le rôle d'une femme qui a une image très négative d'elle-même, se fier à l'idée de cette femme parfaite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les magazines, peut avoir de graves conséquences effectivement sur sa personne. D'accord ? On peut tomber dans des comportements troubles excessifs tels que la boulimie ou l'anorexie. Il faut savoir que ce sont des personnes qui sont en conflit avec leur image. On peut tomber également dans les excès concernant la chirurgie esthétique, parce qu'on sera toujours justement dans cette quête perpétuelle de la perfection. Il faut savoir que les publicistes savent très bien localiser justement ce problème de manque d'estime chez nous, les femmes. Lorsqu'ils veulent vendre un produit, ils vont justement s'adresser à notre manque d'estime et nous faire dire au fond de nous, on n'est pas à la hauteur et on a besoin de ce produit pour être mieux dans sa peau. Et c'est en soi que ça peut être très compliqué lorsqu'on a déjà une image de nous-mêmes négative. Une femme qui a une image d'elle-même positive ne sera pas focalisée justement sur cette idée de la femme parfaite, puisqu'elle s'accepte, elle s'aime telle qu'elle est. D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que, donc, au travers de votre réponse, on pourrait aussi comprendre que le fait donc de manquer de confiance en soi grâce à la vision quotidienne de ces modèles de femmes parfaites qui ne sont pas du tout atteignables par nous-mêmes, pourrait même avoir un impact sur notre stabilité économique et donc aussi au niveau de la gestion économique du foyer, puisque vous dites qu'on est plus sujet à la pression justement des publicistes, ça peut aussi avoir un impact. Tout à fait. En fait, c'est vraiment ça que cherchent justement les publicistes, à nous faire consommer à tout va, que ce soit des produits de beauté, même lorsqu'on va voir par exemple la photo d'une femme, on aura envie, certaines peut-être auront envie d'avoir le même nez, d'avoir le même menton. Donc là aussi, ça engendre des comportements vraiment excessifs et troubles justement liés à la chirurgie esthétique. Et il faut savoir que la chirurgie esthétique reste quand même quelque chose de dangereux. Il y a des ratés, il y a déjà eu aussi des décès, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. D'accord. Il y a encore autre chose qui me vient là en vous écoutant, c'est que là on s'adressait plutôt aux parents dans leur image de eux-mêmes, mais ce qui me vient très rapidement, c'est aussi les ados. Donc en faisant ça, on peut peut-être aussi transmettre l'image à nos ados qu'ils peuvent perdre confiance en eux en étant dans cette démarche de vouloir absolument s'identifier à des modèles, à des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et les ados qui sont en pleine construction, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ça peut aussi les aider à perdre confiance en eux, cet environnement parfait, un peu? Tout à fait, parce que l'adolescent, il ne s'est pas encore réellement construit. En général, il est dans une phase où il se cherche, où il cherche un petit peu sa personnalité, où il cherche également son style. Donc, lorsque l'ado est amené à aller sur les réseaux sociaux ou comme nous, les magazines de mode ou de beauté, l'ado va s'identifier justement à ça. Beaucoup d'adolescents s'identifient à leur icône, à leur idole et veulent les ressembler. Récemment, j'ai vu une émission sur une influenceuse brésilienne qui a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à la Barbie. Elle arrive à un événement où elle rencontre ses fans qui sont des adolescentes pour la plupart. Et lorsqu'on interroge ces jeunes filles, on entend et on découvre qu'elles-mêmes, elles veulent ressembler à cette jeune fille-là. Pour elles, c'est devenu une icône, c'est devenu un message de beauté, un message de réussite. Donc c'est clair que par rapport aux adolescents qui sont quand même plus ou moins fragiles, il faut faire attention justement à ce message que l'on véhicule. Je trouve ça vraiment très intéressant, ce retour. Et notamment, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit, sur ce lien entre la beauté et la réussite. Et est-ce que vous pensez qu'il faut être beau pour réussir ou il faut, ou au contraire, il faut avoir réussi pour oser être beau dans quel sens Alors déjà, je dirais que la beauté, ça reste une notion très suggestive, déjà. Moi, je pense que pour réussir, il faut avoir déjà
un mindset. Il faut avoir le mental pour réussir. Et il faut avoir les épaules aussi. Parce que qui dit réussite dit travail aussi derrière. Moi, c'est surtout ça. D'accord, merci. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que, du coup, cette image de soi, elle impacte à plusieurs niveaux dans notre parentalité. Nous, en tant que parents, donc dans notre quotidien, notre rapport aux autres, mais aussi dans le modèle qu'on va transmettre à nos enfants, nos ados particulièrement, je pense qu'ils sont encore plus sensibles. Et donc, eux-mêmes, ça va avoir une répercussion directe sur la façon dont ils vont se comporter vis-à-vis de ces publicistes ou de ces modèles dits parfaits, et donc peut-être par la suite par rapport à leur choix, soit d'orientation professionnelle, ou leur choix vestimentaire, ou leur choix d'investissement économique, quoi. Donc on voit bien que ça impacte à plusieurs niveaux notre vie de parents, dans notre quotidien, quoi. Mais bien évidemment, les adolescents, ils sont très attirés par l'apparence, d'accord? Donc, ils vont toujours rechercher justement avoir une apparence, un look, un style qui sort de l'ordinaire. Je ne sais pas si c'est une façon pour eux justement de se démarquer un petit peu, je vais dire, de la foule, mais ils ont ce besoin d'être un petit peu, je vais dire, en marge ou un petit peu différent. Vous avez beaucoup d'indos qui aujourd'hui prennent exemple sur, par exemple, des célébrités telles que Nicki Minaj, Rihanna ou Beyoncé. De plus en plus, même au niveau de la mode haute couture, on arrive des fois sur des vêtements que je dirais qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, les ados ont envie de ressembler à ça. Pour eux, c'est un symbole de réussite. C'est un symbole de succès, donc justement, ils veulent arriver un petit peu à ce stade. Un peu comme si c'est seulement quand ils ressembleront à ça qu'ils pourront avoir confiance en eux. Tout à fait. Alors qu'en fait, c'est un peu finalement l'inverse qui se passe. C'est quand on prend confiance en soi, on peut justement faire évoluer sa façon de s'habiller ou de se mettre en valeur pour gagner en confiance en nous. Donc c'est vrai que c'est peut-être pris le problème un peu à l'envers, quoi. Voilà, tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis que toutes les grandes marques ont conscience justement de ce manque de confiance, de ce manque d'estime, que ce soit chez nous les femmes, que ce soit également chez les adolescents. D'ailleurs, c'est pour ça justement que ces marques sont aussi solides, puisque on va vendre une paire de chaussures, par exemple, je vais dire n'importe quoi, à 800 €. Si on fait comprendre à l'adolescent que pour être quelqu'un, pour exister, il faut qu'il porte cette chaussure-là, l'adolescent fera tout pour avoir cette paire de chaussures. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Et enfin, quels seraient les 3 conseils que vous donneriez aux parents, alors que ce soit les mamans ou les papas, finalement, je pense que tout le monde pourra se reconnaître, pour les assurer de perdre confiance en eux grâce à leur image, pour vraiment les dévaloriser, pour que leur image les desserve à coup sûr. Qu'est-ce que vous leur conseillerez ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de donner ce genre de conseils, c'est plutôt l'inverse, mais merci. Alors, le premier conseil, je dirais de s'habiller à l'opposé de sa personnalité. À coup sûr, on sera dévalorisé parce que la personnalité, c'est une partie de nous et aller à l'encontre justement de cette personnalité-là, c'est se perdre en quelque part et ne pas se sentir à l'aise dans sa tenue vestimentaire. Il faut savoir qu'il y a un adage qui dit que la tenue vestimentaire dit qui nous sommes. Et lorsqu'on envoie ce mauvais message de qui nous sommes, on n'est pas bien avec soi-même. Donc, par exemple, si quelqu'un est très introverti, il pourra mettre des couleurs fluo, des choses très osées, et là, on peut être sûr que ça va le dévaloriser. Voilà, exactement, tout à fait. Cette personne va se sentir mal à l'aise, on va bien ressentir le manque de confiance, donc tout à fait sera dévalorisé. Ah, ça, c'est un super conseil. Est-ce que vous en auriez un autre ? Ah oui, tout à fait. Alors, je dirais nier sa morphologie. Lorsqu'on nie sa morphologie, on va choisir des pièces qui ne vont pas forcément mettre en valeur la silhouette. Par exemple, je vais prendre une femme qui a une morphologie en V, donc avec des épaules très prononcées. Donc, c'est exceptionnel, je ne fais pas ça d'habitude. Alors, je dirais, pour justement être dévalorisé avec cette silhouette en V, on va porter des vêtements qui vont ajouter du volume aux épaules, par exemple avec des froufous. On va porter des hauts avec les lignes horizontales qui vont donner cette illusion de volume en plus, ou on va venir porter des couleurs vraiment tapantes, vraiment flashy pour justement attirer l'attention sur ces épaules qui sont prédominantes. Ah ouais, ça, c'est un super conseil, ça me donne bien envie d'essayer. Et le dernier conseil, je dirais, ne pas faire attention à sa colorimétrie. Lorsqu'on ne fait pas attention à sa colorimétrie, on aura tendance à porter des couleurs justement qui vont venir affadir le teint, mettre en avant les imperfections du visage. Donc ça, à coup sûr, vous serez dévalorisé. D'accord. Et ça, comment
que c'est vraiment la colorimétrie? Vous pouvez nous en dire en quelques mots, en fait? Oui, tout à fait. Alors, la colorimétrie, c'est l'étude des couleurs qui nous mettent en valeur. L'étude des couleurs qui vont illuminer le teint et bien évidemment nous permettre de déterminer celles qu'il faut absolument éviter. Mais en fait, par exemple, si on n'y connaît rien, comment on fait en fait? Parce que moi, vous me dites colorimétrie, comment savoir si du vert pomme, du jaune poussin va me mettre en valeur ou pas? En fait, comment faire? Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus poussé là, donc je dirais pour faire un test de colorimétrie déjà il faut des tissus de couleurs, donc il faudra choisir des couleurs froides et des couleurs chaudes, sachant que les couleurs froides sont composées avec du bleu et les couleurs chaudes avec du jaune. Donc on se met face à son miroir à la lumière du jour ou la lumière blanche et successivement on va venir passer les tissus de couleurs au niveau du cou et on va regarder les effets des couleurs sur le visage. Alors sur certaines couleurs, on va constater que soit le blanc des yeux est jauni ou les dents paraissent jaunes, on aura un teint peut-être maladif. Sur d'autres couleurs, on verra peut-être que ça amène de la lumière, de la couleur sur le visage. On a l'impression d'avoir justement ce peps du moins. Donc après, si vous ne sentez pas de le faire seul, vous pouvez vous faire accompagner par la suite. D'accord, oui, donc effectivement. D'accord, donc avec tous ces éléments, je pense que maintenant, parents, si vous voulez vraiment vous dévaloriser grâce à votre image et puis que cela influe sur votre parentalité, vous avez de quoi faire. Et puis, assez facilement, je dirais que c'est assez facile finalement de faire en sorte que notre image nous desserve. Maintenant, nous allons passer à la rubrique des questions-réponses de la communauté. Vous avez été nombreuses à réagir à ce sujet et nous vous en remercions. Nous allons tout de suite répondre aux questions de votre quotidien vis-à-vis de ce style justement et on va voir en quoi ça a un impact dans votre vie de parents. Alors, pour le moment, ce ne sont que des mamans qui ont interagi. J'invite les papas à aussi oser sortir de leur grotte pour venir poser leurs questions par la suite. La première question, la question de Mylène, qui nous dit « J'aimerais prendre soin de moi, mais je ne trouve pas le temps. Comment faire ?» Alors, est-ce que Clara, vous avez des petites pistes pour Mylène pour l'aider ? Alors Mylène, je te dirais que tout est une question de priorité. Alors moi je te dirais, décide de prendre du temps pour toi, c'est le premier pas. Une fois que tu auras décidé, accorde-toi ne serait-ce qu'une heure dans la semaine si véritablement tu es un petit peu bousculé, mais c'est très important de prendre soin de soi. Comment veux-tu prendre soin des autres si toi-même déjà tu ne prends pas ce temps pour toi? C'est ce que je te dirais Mylène. Merci, oui, je pense que Mylène, ça va lui faire ouvrir les yeux peut-être sur l'importance effectivement de se remettre au centre de sa vie, même lorsqu'on est maman ou papa d'ailleurs. On a tendance un peu à se dévouer aux autres et moi je peux vous le dire en tant que consultante en parentalité, c'est je crois 80% du mal-être des parents vient du fait qu'ils ne se mettent pas au centre de leur vie et qu'ils soient sans cesse... Ils ont sans cesse l'impression d'être au service des autres. Et du coup, il y a des rancœurs aussi qui vont pouvoir apparaître, des tensions que les autres ne vont pas ni maîtriser, ni comprendre en fait d'où elles viennent. Donc, oui, parents, avant de pouvoir remplir le verre des autres, assurez-vous que votre propre carafe soit pleine. Maintenant, nous avons une question de Leslie qui nous dit « Je n'ai jamais ressenti le besoin de prendre soin de moi. Qu'est-ce que cela signifie ?» Alors je dirais Leslie que déjà c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant d'être maman, on est d'abord femme. Il est important justement de prendre ce temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est se déconnecter un petit peu de l'extérieur et se reconnecter à soi-même. Moi j'estime que peut-être ce sera un signe qu'il y a, je vais dire, un manque d'amour de soi. Parce que lorsqu'on s'aime de façon inconditionnelle, on s'accorde ce temps, on souffle en quelque part. Et ce n'est pas difficile de prendre soin de soi-même. Alors moi, j'ajouterais quelque chose pour Leslie, c'est que souvent, quand on n'a pas l'habitude de prendre soin de soi, c'est que nous avons été éduqués en ce sens et qu'on n'a pas forcément de modèle autour de nous qui nous montre comment faire, tout simplement. Et bien, peut-être commencer par faire évoluer votre entourage amical et de modèle, en tout cas, et remplacer progressivement par des femmes qui ont pris comme habitude, on va dire, d'être au centre de leur vie et par des petits actes quotidiens de prendre soin d'elles. Et en fait,
Allez-y progressivement et je dirais même commencez peut-être par un accompagnement en développement personnel qui vous fera prendre conscience de la valeur que vous avez en tant que femme et pas seulement en tant que mère justement. Et donc petit à petit reprendre un peu le contrôle sur votre vie. Maintenant nous avons une question de Aurélie qui nous dit, alors je pense que cette question va parler à beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis mère au foyer et du coup, je ne vois pas l'intérêt de prendre soin de moi. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Aurélie? Alors Aurélie, je te dirais que tu as tort, mais vraiment à 1000%. Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Lorsqu'on devient maman ou lorsqu'on vit maritalement, en concubinage, on a l'impression que on est abouti, on n'a plus besoin de faire d'efforts et c'est là l'erreur. Il faut savoir que les enfants, jusqu'à un certain âge, déjà, ce sont des éponges. Donc, c'est déjà un message que l'on transmet déjà autour de soi à notre enfant. D'accord? Donc, c'est un message qui est extrêmement, je dirais, négatif pour soi. Il faut aussi sortir du fait que prendre soin de soi ou faire attention à son image, c'est tout le temps être en talons aiguilles de 15 cm avec un maquillage vraiment pesant ou être habillé de luxe. Non, pas du tout. Prendre soin de son image à la maison, par exemple, c'est éviter les vêtements froissés, éviter les vêtements troués, déchirés ou tachés, ça peut être ça. Même si tu ne fais pas de brushing, mais tu peux au moins te brosser les cheveux. Tu n'es pas obligé, comme je dis, de mettre ta robe du 31 décembre, mais avoir une petite tenue peut-être confortable, mais où tu restes quand même une femme attirante. Surtout, n'oublie pas qu'avant d'être maman, tu es une femme s'oublier pour mettre en avant les autres, ce n'est pas une bonne stratégie et c'est un manque là aussi d'amour de soi et d'estime de soi. Il ne faut pas oublier, surtout si tu es en couple, Aurélie, n'oublie pas qu'il faut toujours rester dans la séduction, que l'on soit un couple, je vais dire, qui n'est pas marié ou un couple marié, il faut toujours rester dans cette optique de la séduction. Donc rester dans l'optique de la séduction, comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'être maquillé tous les jours au quotidien. Il y a des petites choses à faire justement pour pouvoir rester cette femme un petit peu dynamique. Alors merci Clara pour cette réponse très complète et d'ailleurs ça me fait effectivement rebondir sur ça en rappelant qu'effectivement on peut être mère mais avant tout on est femme mais on est aussi épouse ou au moins partenaire de vie, quel que soit le statut qu'il peut y avoir derrière. Et ce que vous me dites, ça me fait aussi penser que être parent c'est être tout ça à la fois et qu'effectivement l'image de soi, elle va avoir un impact donc sur notre bien-être, nous de femmes, sur la relation avec nos enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux rancœurs ou par rapport à l'image qu'on va leur transmettre, mais aussi dans le bien-être dans notre couple et donc dans l'ambiance générale du foyer finalement, puisque on sait tous comment ça se passe. Oui. Quand le couple va pas bien, inévitablement les tensions vont apparaître plus facilement au devant des enfants et donc ça va aussi avoir une ambiance général plus complexe, quoi. Tout à fait. Alors moi, ce que j'ajouterais, c'est se dire que prendre soin de son image, c'est d'abord pour soi. C'est une relation à soi où on se dit, je m'aime, j'ai de l'estime pour moi, je suis une femme intelligente, je suis une femme comblée, je prends soin de moi. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus qu'en tant que femme, qu'on tombe dans ce cliché où absolument il faut être manucurée tous les jours, coiffée, maquillée, les chaussures à talons tous les jours. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que être dans un vêtement confortable, ce n'est pas forcément être négligé. Et c'est là où je veux vraiment éviter qu'on aille. C'est vraiment dans la négligence de soi-même. Parce que prendre des mauvaises habitudes, c'est hyper facile, mais quitter ces mauvaises habitudes se révèle très difficile. Ça, c'est sûr. Merci pour ce complément. Il y a Coralie qui nous pose une autre question, alors qui est un peu délicate puisqu'on n'a pas forcément le contexte, mais qui nous dit « Mon style doit-il évoluer maintenant que je suis mère ?» Alors oui, c'est vrai que c'est une question qui reste délicate puisque Coralie, je ne te connais pas, je n'ai pas de photo de toi. Donc je te dirais que déjà en amont, si tu poses cette question, c'est que déjà en toi-même, il y a quelque chose qui te fait tilt. Donc je te dirais, suis ton intuition. En général, nous femmes, nous avons cette intuition qui nous dirige vraiment vers des choses qui sont bonnes pour nous. Donc je dirais, suis ton intuition. Après, est-ce que tu veux faire évoluer ton image pour être un peu plus femme, un peu plus maman. Après, je n'aurai pas la réponse malheureusement, mais moi, ce que je te dirais, oui, c'est si tu te poses déjà la question, suis ton intuition. Alors moi, par rapport à la question de Coralie, et moi qui suis mère aussi, une question me vient, est-ce que ce serait peut-être par rapport au fait
que quand on est maman, on va peut-être chercher le confort plutôt, et que c'est pas forcément toujours facile d'allier le confort et on va dire la mixité nécessaire à notre style en toutes circonstances avec nos enfants, notre travail, autour duquel sa question peut-être tourne. Qu'est-ce que vous pensez du confort justement quand on est maman? Est-ce que quand on est habillé confortable, est-ce que ça nous met pas en valeur forcément? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le confort, c'est pas être négligé. Il faut vraiment absolument ne pas arriver au stade où on devient une femme négligée, parce que c'est pas un bon signe non plus qu'on renvoie à notre enfant. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Confort, ça peut être quoi? Ça peut être, si on avait l'habitude de porter des talons aiguilles, on a bébé ou bien on a un petit, on n'a pas forcément envie, on n'est pas à l'aise non plus peut-être de marcher avec un bébé en talons, c'est tout à fait normal. On peut être confort avec du plat sans que ce soit quelque chose de péjoratif non plus. D'accord? On avait l'habitude, par exemple, de partir travailler en tailleur. Bon, on va plus mettre de tailleur à la maison, mais pareil, on va faire attention aux vêtements que l'on porte à la maison. Donc, il faut savoir que la tenue vestimentaire est révélatrice de notre personnalité et de notre valeur. Ça, c'est important à savoir. D'accord, merci. Une autre question de Mélissa qui nous dit « Je suis maman solo et j'ai un tout petit budget. Comment faire pour prendre soin de moi dans ces conditions ?» Donc, ce que j'entends derrière la question de Mélissa, c'est peu de temps, peu d'argent et malgré tout, cette envie quand même de prendre soin d'elle. Dans sa question, c'est un peu ce que j'entends. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller pour l'aider à quand même y parvenir? D'accord. Alors, Mélissa, je te dirais que pour prendre soin de toi, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un budget faramineux. Par exemple, tu peux avoir des tutos pour pouvoir faire, par exemple, tes produits de soins, gommage, par exemple, toi-même. Il y en a pas mal, effectivement, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et en matière de vêtements, tu as les friperies, tu as les vides-greniers, tu as les boutiques solidaires. En toute intimité, je te dirais que ça m'est déjà arrivé d'aller en friperie et de trouver des pièces en bon état, de jolies pièces que je prends plaisir à porter au quotidien. Oui, en fait, il ne faut pas forcément associer une tenue valorisante avec une grosse dépense derrière. Exactement. Mais c'est ça, en fait, justement, le problème. Pour beaucoup de femmes, puisque j'en rencontre quand même assez souvent, prendre soin de soi, améliorer son image, ça veut dire que forcément, on va partir, par exemple, sur des tenues onéreuses. Non, pas du tout. Moi, par exemple, j'accompagne une cliente, je fais très attention à son budget. Et selon son budget, justement, je vais démarcher les magasins pour pouvoir respecter ce budget. On n'a pas besoin d'avoir un budget conséquent pour être valorisé. Pas du tout. C'est très intéressant de rappeler ça parce que je vous avoue que moi-même qui travaille avec des femmes quotidiennement, c'est quelque chose qui est encore très fréquent comme association d'idées et qui, je pense, porte beaucoup préjudice à cette priorité de prendre soin de soi. En disant, j'ai pas le budget, donc je ne prends pas soin de moi, fin de la discussion. En fait, c'est un peu ça ce qui se passe quand même. Donc, merci Mélissa pour votre question qui a permis de soulever un peu cette association, du coup, un peu toxique, je dirais, pour soi-même. Exactement. Donc, oui, mesdames, nous pouvons prendre soin de nous à petit prix. Vous pouvez même organiser, par exemple, avec des amis, des vide dressing, où vous mettez en commun dans vos placards ce que vous ne voulez plus mettre, et vous allez vous échanger en fonction de ce qui pourrait être utile à l'une ou à l'autre. Et comme donc le disait Clara, aller dans des friperies solidaires où vous allez trouver soit des choses gratuites ou vraiment à tout petit prix. Tout à fait. Donc, avec tout ça réuni, vous allez pouvoir rayonner et avoir quand même votre portefeuille rempli. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire évoluer les mentalités. Parce que pour beaucoup de personnes, je ne vais pas dire que nous femmes, mais pour beaucoup de personnes en général, être valorisé, c'est porter des vêtements, par exemple, de luxe ou de marque. Pas du tout. Il ne faut pas justement accorder sa valeur justement à la marque. C'est nous qui accordons justement cette valeur-là et qui fait qu'une marque prend du grade ou pas. Oui, tout à fait. Dans la façon aussi dont on va porter le vêtement dans lequel on est. En fait, si on va rentrer les épaules parce qu'on ne se sent pas bien dans notre vêtement, voilà, forcément, on va attirer le regard sur quelque chose de négatif. Ouais. Alors que même si on a récupéré notre vêtement dans quelque chose de solidaire, mais qu'on est fier, qu'on bombe le torse, tout à fait. Forcément, on va avoir l'impression d'être habillé en Chanel,
alors qu'en fait, ça nous a coûté 0 €, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Hein, mais c'est tout à fait ça. Posture et aussi. Je tiens à préciser que c'est nous qui sublimons le vêtement et pas l'inverse. Ça, c'est très important. Merci Clara, j'aime beaucoup cet éclaircissement. Et une dernière question donc de Caroline qui nous dit « J'ai une amie qui ne prend pas soin d'elle et pourtant je vois un gros potentiel donc, en elle. Que faire pour l'aider en fait ?» Parce que j'imagine que si elle nous pose cette question, c'est qu'elle a peut-être déjà un peu abordé le sujet avec elle. Moi-même, j'ai dans mon entourage des personnes dans ce... C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou déjà, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces personnes-là? Et si oui, quoi? Oui, mais bien sûr. Alors, au cas où, Caroline, je te dirais, je ne sais pas si oui ou non, tu l'as déjà fait, c'est déjà en parler avec elle, ça, c'est un premier pas, d'accord? Dans le cadre où tu aurais déjà abordé justement cette discussion, ce serait peut-être la rediriger vers un professionnel. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, qu'importe. Parce que souvent, un message que l'on veut transmettre à un proche est souvent mal perçu parce que justement, il y a cette proximité. Souvent, lorsqu'on a affaire à une tierce personne, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, le message peut beaucoup mieux passer. Alors, je vais juste prendre un petit exemple où récemment, j'ai une femme qui est venue vers moi, qui m'a fait la demande justement pour une amie parce qu'elle ne savait pas, elle ne savait plus comment l'aider parce qu'elle avait déjà fait essayage, accompagnement shopping. Et quand elle est venue vers moi, ensuite, elle a redirigé justement son amie vers moi. Le message est mieux passé. J'ai pu l'accompagner jusqu'au bout. Super, ça c'est un très bon exemple, merci beaucoup. Et c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que quand on est proche, c'est peut-être notre partenaire ou quelqu'un de notre famille, ça va être pris comme un jugement un peu, comme presque de l'ordre du reproche, alors que c'est en fait une preuve d'amour de la personne, mais c'est pas forcément facile de dissocier les deux, selon peut-être notre passif aussi. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut offrir, effectivement, j'avais pas forcément pensé à ça, offrir à la personne pour son anniversaire un accompagnement ou au moins une première prise de contact. Tout à fait, pour vraiment avoir un petit électrochoc au moins. D'accord, effectivement. Mais par exemple, est-ce que regarder avec cette personne-là des émissions de relooking, vous pensez que ça pourrait l'aider ou pas? Alors, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que le relooking, ce n'est pas du conseil en image, encore une fois. Le relooking, c'est quelque chose de très éphémère qui se fait sur un court laps de temps pour un événement vraiment particulier. Tandis que le conseil en image, c'est véritablement un accompagnement où on prend en compte justement la personnalité, tandis que le relooking se base sur les tendances et la mode. Le conseil en image se base sur la personnalité de la cliente ou du client et son besoin. Ça, c'est intéressant déjà parce que c'est vrai que dans ma tête, quand on parle conseil en image, moi, j'ai tout de suite ça qui me vient, des femmes qui, là, toutes transparentes, comme on a pu le dire au début, en fait, qui deviennent de vraies stars et on dit « waouh !» C'est vrai que ça en met plein la vue. Moi, en tant que femme, c'est quelque chose qui ne me donne pas du tout envie d'être en tout cas cet objet de transformation flagrante. Et c'est vrai que ce que vous venez de me dire, je trouve ça c'est très rassurant en fait, dire qu'on peut quand même avoir une image qui nous valorise sans pour autant être à la dernière tendance, manucurer si la manucure ne nous attire pas, maquiller si ça nous... C'est pas forcément une obligation de passer par ça, quoi. Du tout. Il faut vraiment être à l'écoute de sa cliente. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner des femmes qui sont vraiment très naturelles, c'est-à-dire qui n'aiment pas se maquiller, qui ne veulent pas se maquiller. À aucun moment, en tant que conseiller en image, je dois leur dire oui, vous avez l'obligation de... Non, je fais avec la cliente, pour la cliente. Donc, je vais dans le sens de ma cliente. Je peux lui apporter ce conseil selon l'événement, selon le lieu, selon la situation qu'un maquillage serait mieux. Un maquillage qui peut être tout à fait naturel également. Mais si la cliente ne le veut pas, je ne peux pas obliger ma cliente. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose... En fait, le conseil en image, c'est quelque chose de plus progressif, on va dire, qui va permettre à la personne, au fur et à mesure, de prendre conscience en fait, de ses atouts physiques, de les mettre en avant, et aussi de prendre conscience de l'impact que ça a dans sa vie professionnelle, dans sa vie de femme, on l'a vu, de mère aussi, d'épouse, voilà. C'est plus... En fait,
Vraiment, l'essentiel, c'est après l'accompagnement. Un accompagnement qui est réussi, c'est quand la cliente, elle saura vraiment se mettre en valeur sans avoir besoin de passer par un tiers. Premièrement, c'est une personne qui saura garder les conseils parce qu'elle aura compris le pourquoi du comment. Lorsqu'on fait par exemple un relooking, donc on va venir plus ou moins imposer un look, imposer un style, imposer un maquillage. Mais derrière ce relooking, est-ce que la cliente sera en mesure de se maquiller comme elle a été maquillée? Est-ce qu'elle sera en mesure de bien choisir ses vêtements et de comprendre pourquoi telle pièce avait été favorisée par rapport à une autre? C'est vraiment ça la différence. Et peut-être que le relooking, du coup, va peut-être plutôt creuser encore plus le manque de confiance en soi. Tout à fait. Par rapport au conseil en image qui va plus être quelque chose de plus subtil et plus progressif, mais qui va être toujours dans une pente ascendante et vraiment valoriser la personne. Exactement. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Donc, celles qui veulent se mettre en avant, c'est plutôt le conseil en image. Celles qui veulent creuser le manque de confiance en soi et se dévaloriser, allez vers un relooking qui vous fera un électrochoc et qui va après vous faire culpabiliser de dire je pourrais ressembler à ça, mais je n'y arrive pas au quotidien. Tout à fait. C'est ça un peu la différence. Merci beaucoup déjà pour les réponses à la communauté. Merci à toutes pour vos questions. J'espère que les réponses de notre invité vous auront aidé à faire évoluer votre vision vis-à-vis de l'image de soi. Nous allons maintenant faire une petite synthèse pour ceux qui veulent faire autrement quand même. Ceux qui, après tout ça, vont décider de se remettre au centre de leur vie, de valoriser l'image d'eux. Notre invité a préparé 5 astuces qui sont simples à mettre en place et qui, dès demain, vous permettront de petit à petit sortir de cette zone de confort visuel, on va dire, et vous mettre en valeur au travers de votre image. Alors, c'est parti, Clara. Quels seront ces 5 conseils à nos téléspectateurs, téléspectatrices pour les valoriser? Bien sûr. Alors, le premier conseil, je dirais, s'accepter tel que l'on est. C'est vraiment très important, ça c'est sûr. Parce que lorsqu'on s'accepte tel que l'on est, on s'affranchit du regard des autres. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent penser de nous, on est libre de ça. Et c'est aussi une façon justement d'arrêter de se comparer. Il n'y a pas meilleur moyen de se sentir en manque de confiance que de se comparer aux autres, je dirais. Ah oui, donc ça c'est gros sujet déjà pour commencer. Oui. D'accord. Donc, quand même, précision, si vous n'êtes pas prête à ça, il y a des gens qui peuvent vous accompagner sur ce chemin parce qu'elle a commencé par un très gros morceau là. S'accepter tel que l'on est, c'est quelque chose qui peut paraître voire inaccessible selon notre passé, notre histoire et notre environnement d'ailleurs. Donc, allez-y par étapes. Et si vous ne vous sentez pas les épaules d'y aller pour l'instant, faites soit des tout petits pas et puis faites-vous accompagner. Ça, c'est quelque chose qui pourra vraiment vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Alors, avant de continuer, je voudrais juste dire quelque chose. Pourquoi s'accepter tel que l'on est? Parce que j'ai constaté que lors de mes différents accompagnements, on se retrouve toujours face au complexe. On a l'impression que partir en shopping, c'est évident. Non, ce n'est pas évident. Beaucoup de femmes remplies, bourrées de complexes, face à un miroir, lorsqu'elles sont habillées, parce que dans leur tête, tel vêtement, telle pièce n'irait pas à la morphologie, j'ai déjà eu des crises de larmes en fait. Pourquoi? Parce qu'on s'est regardé au travers du regard des autres, au travers de tout ce que les autres ont pu dire de négatif nous concernant, et ça, on se construit en fait autour de ça. Waouh, c'est fort. Oui, donc allez-y en douceur. Le deuxième conseil, qu'est-ce que ça serait pour aider ces personnes qui veulent prendre soin d'elles? Alors, je dirais booster véritablement son estime de soi. C'est très, très important. Il faut vraiment s'accorder sa propre valeur. Ne pas chercher sa valeur justement auprès des autres. Des fois, les autres, ils ont déjà leurs propres problématiques. Donc, on peut justement être confronté à une situation complexe vis-à-vis des autres, je veux dire. Par exemple, booster son estime de soi, c'est comme on l'a dit tout au long de l'émission, c'est prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Ça, c'est très, très important. C'est aussi se complimenter, mais accepter également des compliments. Parce que souvent, on nous fait des compliments et on rejette, on se dit, mais non, c'est pas vrai. Non, accepter les compliments, ça, c'est excellent. Avoir une communication positive vis-à-vis de soi-même. Arrêter de parler en mal de soi. Arrêter de se focaliser sur les défauts de sa personne. Ça, c'est très important. Et dernière chose, travailler sa posture. Ayez une posture, je vais dire, de conquérante. Waouh, sacré programme aussi.
il y a quelque chose que sous ma casquette de coach en développement personnel, je pourrais ajouter. C'est que souvent, tout à l'heure, Clara, vous parliez du fait de parler de façon positive de soi-même. On remarque, quand on prend un peu de recul, qu'on a tendance à soi-même se faire payer 1000 fois une erreur, par exemple, ou un défaut. Exactement. Par exemple, si on a cassé un verre, je dis n'importe quoi, et que c'est un ami qui vient chez nous, il casse un verre. On débarrasse le verre, on nettoie pour pas qu'on se blesse, et on n'en parle plus, parce qu'après tout, ça arrive, les maladresses. La même situation, si nous-mêmes cassons un verre, on va avoir tendance à ruminer le fait que je suis vraiment idiote, je suis vraiment maladroite, je suis vraiment, etc. Et vraiment se faire payer chacune de nos maladresses ou chacune de nos erreurs 1000 fois le prix, quoi. Et j'ajouterais que booster l'estime de soi, c'est aussi arrêter ce processus d'auto-sabotage et d'auto-flagellation, mais vraiment démesuré par rapport à la situation. Alors bien sûr que c'est désagréable. Cependant, ça ne va pas réparer le verre de se le répéter 1000 fois et de se dire que du coup, comme on a cassé un verre, on n'est plus bon à rien et qu'on va démissionner, qu'on va se retrouver tout seul, etc. C'est ça, en fait. Parce que c'est un peu quand même la tendance qu'on peut avoir à faire la moindre erreur. Et vous parliez tout à l'heure des complexes. C'est un peu ça aussi. Si on pense qu'on a un peu trop de ventre ou un peu trop courte sur pattes ou des choses comme ça, finalement, de peur que ça soit mis trop en valeur, on va rien faire du tout et finalement, ça sera pire. Exactement. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement résumé, je vais dire, la situation. C'est vraiment arrêter d'accentuer, d'avoir des réactions disproportionnées en fait par rapport à l'élément de base. Voilà. Mais c'est savoir rester aussi dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Parce que souvent, on a cette facilité à être bienveillant avec les autres, mais pas avec soi-même. Et la première relation qui est vraiment primordiale, c'est la relation à soi. Oh, que oui. Le troisième conseil. Alors, je dirais qu'il est important de prendre conscience de l'impact de son image dans notre environnement, dans notre entourage. C'est très, très important parce que qu'on le veuille ou non, notre image véhicule un message qui peut être soit positif, soit négatif. Donc, il est important de prendre conscience de cet impact. Alors, vous avez raison. C'est vrai que je pense qu'on a tous déjà eu ce ressenti. Dès qu'on croise quelqu'un avec une certaine tenue, ça nous laisse une impression, un premier ressenti de comment on va aborder la personne aussi. Et soit d'une réticence, soit au contraire quelque chose de très avenant et que ça va conditionner beaucoup la façon dont on va communiquer avec les autres et dont les autres aussi vont communiquer avec nous-mêmes. Tout à fait. Donc, c'est vrai on le voit par exemple, que ce soit lors d'une première rencontre ou lors d'un entretien d'embauche, à l'instant T, on ne connaît pas cette personne. Mais on va se fier justement à tous ces petits détails, par exemple au non-verbal, parce que le non-verbal fait partie intégrante de l'image de soi. C'est une façon de communiquer qui on est. On va faire aussi attention à la première chose, c'est l'apparence, qu'on le veuille ou non. On va toujours faire attention à l'apparence d'une personne. On va regarder la coiffure, le maquillage, les vêtements, les chaussures, la manicure et tout. Donc, c'est important justement de prendre conscience de l'impact de son image dans l'environnement. D'accord. Quatrième conseil? Quatrième conseil, je dirais sortir de sa zone de confort. On en a déjà parlé, c'est très, très important. Rester dans la zone de confort, c'est vraiment stagner. Qui stagne, régresse pour moi forcément. Sortir de sa zone de confort, c'est vraiment aller au-delà de ses propres limites. C'est vraiment fournir des efforts envers soi-même pour pouvoir s'accorder justement une évolution positive et un changement. D'accord. Et si on n'y arrive pas, on se fait accompagner. Exactement, tout à fait. D'accord. Vous donnerez vos coordonnées après pour ceux qui le souhaitent. Et le dernier? Alors, je dirais connaître sa morphologie et sa colorimétrie afin d'être mieux mis en valeur. On a l'impression que c'est du menu détail, mais ça a toute son importance. Une fois que l'on connaît sa morphologie, automatiquement, on saura déterminer les styles de vêtements, les pièces qui nous mettent en valeur et ça va de même, en fait, pour la colorimétrie. D'accord, merci beaucoup Clara pour ces éclaircissements. Vous auriez un livre à nous conseiller pour ceux et celles qui souhaitent un peu avancer plus sur ce chemin de l'estime de soi, de l'image de soi et puis
s'en servir comme d'un atout et pas au contraire comme d'un frein dans leur parentalité et puis dans leur vie d'adulte en général? Tout à fait. Alors, en tant que femme et en tant que conseillère en image, alors je conseille ce petit livre de Louise Hay qui s'intitule Le guide de la femme heureuse. Franchement, c'est un livre qui est très intéressant, qui parle justement de cette notion d'estime de soi, de ce problème que l'on vit quand même au quotidien, parce qu'il n'y a pas qu'une seule femme qui vive justement ce manque d'estime, nous sommes plusieurs, qui parle aussi des pensées limitantes, de comment justement reprendre ce pouvoir de femme que nous avons, parce qu'en nous toutes, il y a un pouvoir, en nous toutes, il y a une puissance, et à partir du moment où on prend conscience de ces choses-là, on peut déplacer des montagnes, si je peux dire. Merci beaucoup, Clara. En conclusion de cette émission, je pense que vous avez compris que le message était de vous mettre au centre de votre vie, de prendre soin de vous en tant qu'homme, en tant que femme, avant d'être parent. L'idée n'est pas de négliger nos enfants, c'est de leur montrer aussi que ce n'est pas parce qu'on est parent qu'on n'a pas le droit à ce respect et à cet amour de soi. Que pour continuer à être un parent comme on le souhaite, il va falloir continuer à nous aimer en tant qu'adultes et leur montrer aussi cet exemple pour quand eux, à leur tour, seront parents. Vous pouvez être parent et à la fois professionnel et à la fois homme ou femme épanoui et bien dans votre peau. Voilà, je dirais en conclusion de cette émission. La prochaine émission portera sur le décrochage scolaire. Rendez-vous avec ma prochaine invitée pour cela. Un petit mot de la fin, Clara, sur cette émission, une petite conclusion pour ceux qui nous regardent. Oui, déjà je voudrais dire merci pour l'invitation, parce que c'est tellement important justement de parler de l'image de soi, parce que souvent quand je dis que je suis conseillère en image, on me dit oui, c'est pas important, c'est superficiel. Non, je veux vraiment démontrer grâce à cette émission que ça va au-delà de l'apparence, même si l'apparence fait partie intégrante de l'image de soi, mais que c'est vraiment une question d'amour de soi et d'estime de soi que de prendre soin de son image. En fait, c'est beaucoup plus central que ce qu'on ne l'imagine. En fait, c'est ça. Exactement. On a l'impression que c'est une option, alors qu'en fait, c'est vraiment presque la base pour être bien et rayonner dans tous les domaines de notre vie. Exactement. Merci beaucoup, Clara. Merci à vous, Cécile. À bientôt.